Bonjour et bienvenue sur la chaîne Journal d'une bibliothécaire. Dans cette vidéo, je vais faire le bilan de mes lectures de 2024, mais avant de vous parler de mes coups de cœur, quelques chiffres pour vous présenter la sélection. En 2024, j'ai lu 150 livres, dont 120 romans, 27 BD ou mangas et 3 documentaires. Ce sont principalement des parutions récentes, plus de 90% ont été publiés après 2020 et ce sont même majoritairement des sorties de cette année avec près de 60% des livres qui ont été publiés en 2024. Et il s'agit très largement de littérature occidentale, un peu plus de la moitié des auteurs sont français et un tiers est anglo-saxon. On trouve des livres pour tout public représentés assez équitablement cette année, avec 31% de ces livres classés en adulte, 39% en ado et 30% en jeunesse. Parmi les fictions, donc romans, BD, manga, voici le top 5 des genres les plus représentés, sachant qu'un livre peut être classé dans plusieurs genres. Top 5, la SF avec 13 fictions classées dans ce genre. Top 4, le genre historique avec 14 fictions. Top 3, le thriller avec 15 fictions. Top 2, les sujets de société avec 31 fictions. Et top 1, loin devant, la fantasy avec 67 fictions, près de la moitié de mes lectures. Maintenant que vous en savez plus sur la sélection, j'ai donné une note de 0, j'ai détesté, à 5, coup de cœur à chacune de mes lectures. Alors on voit que j'ai largement apprécié les livres de cette année et ça nous amène à ces 21 livres qui ont reçu la note de 5. Je les ai classés en comptant les 2 tomes d'une même série ensemble pour vous présenter le top 20 de mes lectures préférées de 2024. C'est parti! En 20e position, nous retrouvons Frisson au Moemlock de Catherine Arden, roman jeunesse publié chez PKJ. Frisson au Moemlock, alors la suite de Terreur à Snokolo, nous propose une histoire de fantôme dans un ancien orphelinat isolé par sa situation géographique et une tempête de neige. En tant que roman jeunesse de 10 ans environ, il réussit le pari de nous faire frissonner même en tant qu'adulte et j'ai adoré ça. En 19e position, nous retrouvons Le chat, le môme et le bison de Sébastien Gendron, roman jeunesse publié chez Poulpe Fiction. Pour offrir une dernière belle aventure à son chat mourant, Patrick s'enfuit de nuit à vélo dans la forêt. Là-bas, il fait des rencontres inattendues d'animaux et de militants pour la protection animale. Moi, j'ai été touchée par cette histoire entre ce garçon, son chat, ce mystérieux bison et cette étrange créature au bruit terrifiant. En 18e position, nous retrouvons Liberté, égalité et toilette sèche d'Anne Langlois, roman ado publié chez Nathan. Rien que le titre déjà reflète très bien l'humour et le côté décalé de cette histoire young adult qui va confronter 2 cultures de manière frontale. Entre une famille de bourgeois parisiens en panne sur la route et une communauté altermondialiste et anticapitaliste qui les accueille quelques jours. Le style percutant et sans filtre de la narratrice, Alix, m'a complètement séduite. Je me suis bien marrée en fait avec ce livre. En 17e position, nous retrouvons Fais un vœu de Jeff Victor, une BD jeunesse publiée chez Jungle. Avery vit seule avec son père dans une station-service au milieu de nulle part. Un jour, elle trouve une vieille lanterne qu'elle frotte et réveille un génie de la lampe. Il l'amène à l'aventure dans son monde afin de retrouver sa mère. C'est vraiment une chouette aventure qui nous plonge dans le monde des génies, de leurs codes, de leurs règles, à travers une quête familiale et une belle histoire d'amitié qui m'ont personnellement captivée. En 16e position, nous retrouvons Super méchant débutant de John Scalzi, roman adulte publié chez La Talente.
Comme tous les romans de John Scalzi, attendez-vous à une histoire complètement loufoque et déjantée qui ne ressemble à rien d'autre. Dans celui-ci, il nous raconte l'histoire de Charlie, qui on peut dire est en train de rater sa vie, et qui reçoit un héritage de la part d'un oncle qu'il ne connaît pas. Or, cet oncle, c'était un super méchant, un peu à la James Bond, et Charlie doit reprendre son empire alors mais qu'il n'y connaît mais rien du tout. En 15e position, nous retrouvons Corps de ferme d'Agnès de Clerville, roman adulte publié chez HarperCollins. Corps de ferme nous plonge, comme son nom l'indique, dans un corps de ferme avec les différents animaux, notamment les vaches, les chiens et les chats, et la famille de fermiers qui s'en occupe. Alors ici, la voix est donnée aux animaux, car c'est à travers eux que nous découvrons toute l'histoire et surtout le drame en train de se jouer. J'ai découvert la plume de l'autrice avec ce roman et j'ai adoré cette narration particulière, très crue, très saccadée, qui peut déranger, mais qui, moi, m'a beaucoup plu. En 14e position, nous retrouvons La princesse qui ne croyait pas aux contes de fées et Le prince amoureux de Viviane van de Velde, roman jeunesse publié chez Bayard Jeunesse. J'ai vraiment adoré ce roman jeunesse qui vient déconstruire les contes avec d'un côté un prince qui veut vivre son histoire d'amour, sauver la princesse, devenir un héros, et de l'autre une princesse qui ne croit pas à tout ça, préfère travailler dur et étudier pour devenir une bonne future reine indépendante. Ils vont vivre leur histoire, pas trop comme ils s'y attendaient, mais avec toutes les péripéties possibles dans les contes, juste de façon différente. En 13e position, nous retrouvons Les enfants de Picsou de Ron Marty, roman adulte publié chez Scrinéo. Je rejoins avec plaisir la grande communauté des lecteurs qui ont adoré ce roman à sa sortie. Ce thriller fantastique nous raconte comment des parents et des proches ont berné la mort pour faire revenir les disparus d'un terrible accident de bus scolaire. Mais la mort a été mise au courant et elle espère bien récupérer les âmes. De quoi faire frissonner tout du long avec les personnages qui cherchent à échapper à leur destin et qui ne comprennent pas tout de suite ce qui leur arrive parce que ça devait être, même pour la mort, un secret. En 12e position, nous retrouvons Nos cœurs aidants de Célia Samba, roman ado publié chez Hachette. Avec Nos cœurs aidants, l'autrice voulait parler d'un sujet très méconnu, le nombre important d'aidants mineurs en France et leur quotidien. Nous suivons donc Laurie, étudiante, et son frère Elliot, lycéen, dans leur combat pour aider, soigner et maintenir leur mère gravement handicapée à la maison. Impossible de ne pas être touché et ému par le quotidien hors norme de ces deux enfants, tiraillés entre leur amour inconditionnel pour leur mère et les difficultés qu'ils rencontrent et qu'il faut mais tous les jours affronter. Juste incroyable. En 11e position, nous retrouvons Absolu tome 1, Les Mobilisés, et Absolu tome 2, Les Effacés de Margot de Seine, roman ado publié chez Big Bang. 2 tomes d'une même série, ce qui est assez rare dans mes lectures, d'autant aimer le tome 1 et le tome 2 d'une même trilogie. Et encore, j'ai pas encore lu le 3e, on verra si c'est un coup de cœur aussi. En tout cas, c'est sans doute la meilleure dystopie que j'ai pu lire ces dernières années. Nous sommes à Eritz, une nation construite sur une ancienne Pologne dévastée dans un monde futuriste et dystopique. Tous les ans, de jeunes soldats sont mobilisés pour rejoindre la zone, un endroit fermé et ultra dangereux, pour y affronter la chose, un ennemi redoutable. Et ça dure depuis plusieurs années sans que personne n'ait réussi à tuer la chose. Mais on continue quand même à y envoyer de jeunes soldats. Prime, Johanna et les autres vont découvrir tout ce qui se passe dans la zone, comment les anciens mobilisés se sont organisés, les mutations qui ont eu lieu parce que la zone, en plus d'être dangereuse, elle est contaminée par quelque chose. Et dans le tome 2, l'autrice s'est plus concentrée sur la propagande, les secrets politiques, la manipulation, qu'est-ce qu'on fait des héros, surtout ceux qui gênent et tout et tout. C'est vraiment prenant et j'ai hâte de pouvoir découvrir la suite avec le dernier tome. Et nous arrivons tranquillement au top 10 de cette sélection avec en 10e position Axhaven 1
Le cercle des sorcières de Sacha Peyton Smith, roman ado publié chez Casterman. J'adore les romans avec des sorcières et c'était impossible pour moi de passer à côté de ce diptyque dont j'ai beaucoup entendu parler en bien. Et je viens rajouter ma voix à ceux qui ont adoré cette histoire. Alors nous sommes en 1911 aux États-Unis avec Frances, couturière, qui tue son employeur en voulant se défendre. Elle découvre alors qu'elle a des pouvoirs et elle est envoyée à Axhaven, une école secrète pour sorcières. Là-bas, elle espère apprendre à utiliser ses pouvoirs pour devenir plus forte, pouvoir se défendre en cas d'agression, devenir une sorcière quoi. Mais elle découvre qu'on leur apprend surtout à être de bonnes femmes au foyer et leurs pouvoirs leur servent uniquement à être plus efficaces dans leurs tâches ménagères. Époque oblige. Frances, qui espère aussi pouvoir découvrir ce qui est arrivé à son frère, veut plus et va tout faire pour avoir plus, sans se douter des conséquences. Ce que j'ai beaucoup aimé, en plus de la découverte de ce monde, c'est le côté politique entre le clan des sorcières d'un côté et le clan des sorciers de l'autre, avec leurs querelles et leurs histoires communes, mais aussi la découverte des pouvoirs. Parce que Frances, elle va s'essayer avec des amis à des sortilèges interdits pour fouiller leur capacité de sorcière. Alors pour moi, c'est une excellente histoire de sorcière qui reprend bien le folklore et les questions féminines qui entourent la figure de la sorcière. En 9e position, nous retrouvons Retour à Neverland tome 1, Les enfants perdus de Tom Taylor et John Samariva, BD jeunesse publiée chez Dupuis. Noël est passé, mais cette BD jeunesse aurait fait un super cadeau pour des enfants dès 10 ans. Dans cette BD, on parle de Neverland, donc du pays imaginaire, des enfants perdus, de pirates, de sirènes, de fées. Ça doit forcément vous faire penser à quelque chose. Oui, c'est une super réadaptation de Peter Pan car tout y est, mais pas comme vous vous y attendez. Nous commençons dans notre monde avec un groupe d'enfants orphelins qui vivent seuls et se débrouillent seuls pour survivre. Ils font la rencontre de Paco, qui a l'air comme eux, perdu et seul, mais il s'avère qu'il n'est pas là par hasard et qu'il est accompagné d'une fée guerrière. Il entraîne ce groupe dans le Neverland car le pays imaginaire est en danger. Les adultes, de dangereux pirates, veulent s'emparer de la magie de l'île. Alors il faut à tout prix retrouver un nouveau pan et protéger le lieu. Une fois la lecture commencée, c'est juste impossible de relâcher le livre avant la fin. C'est dynamique tout du long, c'est bien ficelé. Les illustrations comics sont incroyables. On retrouve la magie de Peter Pan vue autrement. Bref, une super BD jeunesse. En 8e position, nous retrouvons une cosmologie de monstres de Shona Mill, roman adulte publié chez Albin Michel. C'est assez rare que j'ai plusieurs coups de cœur pour le même livre quand je le relis. Souvent, j'ai adoré la première fois et moins la seconde. Là, j'ai eu un coup de cœur quand je l'ai lu il y a quelques années qui s'est confirmé à la relecture cette année. Nous suivons une famille, les Turner, de la rencontre des parents jusqu'à la vie d'adulte des enfants, à travers des péripéties étranges, une présence d'un monstre qui tourne autour d'eux, d'un mystère difficile à saisir, comme si tout frôlait la folie ou le bizarre qu'on peut retrouver avec l'univers de Lovecraft. Pour moi, c'est de la magie de la part de l'auteur de réussir à infuser une telle ambiance de manière précisément. C'est difficile à définir, à mettre des mots dessus, mais c'est captivant et incroyable. J'aime quand l'auteur nous fait sortir des sentiers battus et quand c'est bien fait, et c'est le cas ici, c'est une expérience de lecture à la fois originale et dingue. En 7e position, nous retrouvons Jane face aux sirènes de Vera Bourgol, BD jeunesse publiée chez Rue de Seine. Cette BD jeunesse nous amène très loin de la petite sirène pour développer le mythe plus sombre des sirènes, car elles kidnappent de beaux jeunes hommes pour les manger et garder leur jeunesse éternelle. Jane vient de perdre ses parents dans un accident. C'est son cousin qui hérite de tout et pour sauver son avenir, Jane devrait l'épouser. Mais 1, il la méprise intensément et 2, elle n'a pas du tout envie de l'épouser. Elle jette son dévolu sur Peter, un très beau jeune homme, mais il est kidnappé par une sirène.
Jane décide alors de partir à sa rescousse en affrontant le monde marin et ses créatures. J'ai adoré cette BD sur tous les plans et notamment pour son personnage principal. Il permet d'aborder plusieurs choses comme la grossophobie car Jane, elle est jugée sur son physique et méprisée, le rapport à la beauté à travers Jane, les sirènes et leurs projets, mais aussi à travers Peter et un autre personnage masculin, et l'inversion où cette fois, c'est la jeune femme qui part à l'aventure pour sauver le jeune homme, alors non pas du dragon qui l'enferme dans sa tour, mais d'une sirène au fond de l'océan. Tout au long de sa quête, Jane, elle va évoluer, apprendre, se trouver, affronter des dangers, faire preuve de courage et nous épater. Une très très belle découverte. En 6e position, nous retrouvons Mémoire de la forêt, tome 1, les souvenirs de Ferdinand Taupe de Michael Brun-Arnaud, roman jeunesse publié chez l'École des loisirs. Voici un roman jeunesse qui a reçu quelques prix, mais alors complètement mérités. Archibald Renard tient une librairie dans laquelle les animaux de la forêt peuvent venir déposer leurs textes et en acheter. Un jour, il vend un livre à quelqu'un, se faire attention, occupé par un client particulièrement pénible. Or, ce texte était très important pour Ferdinand Taupe, atteint de la maladie de l'oubli-tout, car il y avait raconté toute sa vie. Archibald décide de l'aider, et ils partent ensemble à la recherche du mystérieux acheteur et remontent étape par étape les souvenirs de Ferdinand Taupe. Vous l'aurez compris, ce roman jeunesse parle de la maladie, notamment celle d'Alzheimer, avec ce personnage qui perd la mémoire et sa personnalité au cours de l'histoire. C'est fait avec beaucoup de beauté et d'empathie, ce qui en fait un roman très touchant, très doux et très sensible. Le personnage de Ferdinand et sa détresse à cause de la maladie m'ont beaucoup touchée. Les illustrations sont incroyables. C'est vraiment un beau roman jeunesse. En 5e position, nous retrouvons Fantastique histoire d'amour de Sophie d'Ivry, roman adulte publié chez Seuil. Sophie d'Ivry fait partie des quelques auteurs adultes que je suis dès parution d'un livre. J'adore ce qu'elle fait, sa plume, son écriture, ses histoires toujours originales et truffées d'étrangeté, de mystère, de choses qui frôlent le fantastique et j'adore. J'ai retrouvé ça dans Fantastique histoire d'amour qui mélange avec brio les genres. C'est pas une romance, c'est pas un thriller, c'est pas un livre de gangster, c'est rien de précis. En fait, c'est un mélange de tout ça. Nous suivons deux personnages dont le chemin va se croiser avec d'un côté Bastien, un inspecteur du travail qui vient de vivre une rupture douloureuse et qui est touché par une étrange obsession pour une compacteuse industrielle, suite à une enquête dans un accident de travail dramatique. Et de l'autre côté, Maya, une journaliste scientifique à 2 doigts de perdre son travail, atteinte d'un mal étrange qui est de perdre tout ce qu'elle prend dans les mains sans qu'elle sache comment, et qui va découvrir, à travers un entretien avec sa tante scientifique du CERN, l'existence d'un nouveau cristal scintillateur aux effets dévastateurs. À partir de là, rien ne va plus pour le plus grand plaisir des lecteurs. Je vous laisse découvrir tout ça pour ne pas vous retirer votre expérience de lecture, mais moi, j'ai adoré toutes ces bizarreries, le rythme endiablé de l'histoire et les personnages. En 4e position, nous retrouvons Le Chant de la mer de Tom Moore et Samuel Satin, BD jeunesse publié chez Nobinobi. Peut-être que ce titre et les dessins de cette BD jeunesse vous disent quelque chose. C'est possible, parce qu'il s'agit d'une adaptation BD du dessin animé éponyme sorti en 2014. Personnellement, je n'ai pas vu le dessin animé, mais j'ai eu un gros coup de cœur pour cette BD, incroyable. La maman de Ben disparaît lorsqu'elle donne naissance à sa petite sœur et depuis, le garçon reproche cette disparition à Maïna. En gros, il semble détester sa sœur et lui en vouloir pour tout. Mais Maïna, elle a hérité du pouvoir de leur mère. Elle seule peut sauver les créatures magiques et ça la met en danger. J'ai tout adoré dans cette BD. Les illustrations magnifiques. L'intrigue qui tourne autour du mythe des Selkies qui nous happe du début à la fin avec ce côté onirique qui moi m'a complètement charmée. Et les personnages avec cette relation entre le frère et la sœur qui est très touchante et absolument mimi. J'ai eu
une très belle claque avec cette BD et maintenant je suis curieuse de découvrir le dessin animé. Nous arrivons au top 3 de mes lectures de l'année avec en 3e position Délivré de Delilah S. Dawson, roman adulte publié chez Sonati. Voilà un roman qui m'a secouée et complètement happée du début à la fin. J'ai juste adoré la proposition de l'autrice de parler des violences conjugales et tout ce que ça implique. Donc la peur, la manipulation, la violence au quotidien, l'isolement, etc. à travers une pandémie mondiale. Je vous explique. Une nouvelle pandémie frappe le monde et les malades sont atteints d'une violence incontrôlable qu'ils oublient dès la fin de la crise. Alors, on ne sait pas trop pourquoi, mais la maladie les force à s'attaquer à l'être vivant le plus proche et à le tuer par tous les moyens avec une force décuplée. Je vous laisse imaginer la violence et l'état des victimes. C'est donc une maladie qui fait peur parce qu'elle peut toucher mais n'importe qui sans signe préalable. Tout commence même avec une grand-mère dans un supermarché avec une bouteille de ketchup. Il faut attendre une crise pour savoir que la personne est atteinte. Bref, au milieu de tout ça, Chelsea, victime d'un mari violent, y voit une solution, mais je vous laisse lire le roman pour découvrir laquelle. Ce qui m'a plu dans cette histoire, c'est l'intrigue, avec cette psychose qui grandit, et de voir en fait comment la société s'adapte et réagit à une telle maladie, mais aussi les personnages et leur parcours. Car on va suivre 3 femmes. Chelsea, notre personnage principal, sa fille aînée et sa mère. Chacune, à sa manière, est victime du comportement de certains hommes et de ce que la société permet. À travers elle, et notamment Chelsea, on parle donc de violence conjugale et la manière dont les hommes toxiques et violents contrôlent et détruisent leurs victimes. La maladie a fait peur à cause de sa violence et du fait qu'on ne peut pas prévoir la crise. Mais en vrai, Chelsea, quand on y pense, elle vit ça avec son mari, mais depuis des années. Moi, j'en ai encore des frissons à repenser à ce livre et c'est pourquoi je voulais qu'il soit dans le top 3. En 2e place de ce classement, nous retrouvons Gourou de secours d'Erwan Seznek, roman jeunesse publié chez l'École des loisirs. Gros coup de cœur pour ce roman, cette histoire et son développement. Très belle découverte. Le narrateur de cette histoire, donc celui qui nous la raconte, est ami avec un certain Julien. Un jour, leur prof les amène voir une représentation de Hamlet qui a été pour les élèves un véritable cauchemar. Alors pour rire, on va faire le fanfaron, Julien s'amuse à faire une prédiction en disant qu'une météorite allait s'écraser sur le bus des acteurs pour les punir. Et bim, mais c'est exactement ce qui arrive. Commence alors une rumeur au collège comme quoi Julien aurait des pouvoirs et serait capable de lire l'avenir. Et lui, au lieu de démentir, il demande des conseils à sa meilleure amie pour répondre aux demandes qu'il reçoit. Elle lui montre que c'est facile de faire des prédictions du genre quelqu'un va être malade dans ta famille après Noël, ce qui a quand même une forte chance d'arriver. Mais ça alimente de plus en plus la rumeur et Julien se trouve piégé dans son nouveau rôle. Pire, ça va encore plus loin avec la création d'adeptes et de concepts qui vont jusqu'à créer une sorte de religion autour de Julien et de ses pouvoirs, au point même d'attirer l'attention d'une véritable secte qui espère bien se servir de Julien. En bref, Gourou de secours, à travers cette histoire et beaucoup d'humour, nous montre quoi ? Eh bien, tout simplement, le mécanisme de la manipulation des foules et la montée de l'intégrisme religieux. Perso, j'ai trouvé que c'était vraiment très bien fait et j'ai pris beaucoup de plaisir à lire ce roman jeunesse que vraiment, mais je conseille pour tout le monde, des enfants à partir de 10 ans pour comprendre ce qui se passe jusqu'aux adultes. Les choses ont l'air exagérées, un brin loufoque parce que ça a l'air d'être n'importe quoi et ça va vite, mais en vrai, c'est tellement proche de ce qui doit se passer dans la réalité. C'est à la fois agréable à lire, drôle et intelligent dans son développement, mais foncez le lire. Et en première place de ce classement, nous retrouvons Oreilles du Bois Joli, tome 1, Bienvenue au refuge, de Claire Castillon, roman jeunesse publié chez Albin Michel. J'ai dit gros coup de cœur pour Gourou de secours. Là, je dis gros coup de cœur
pour Zoraï et son histoire. J'y suis allée, attirée par le personnage du chien, intriguée parce que Zoraï, elle est décrite comme, je cite, un cœur immense et un QI de haricots verts, et qu'elle n'arrive pas à se faire adopter. J'étais curieuse, je l'ai lu et la claque, mais je m'attendais pas du tout à ça, à ce personnage et à l'enchaînement des actions tout au long du roman. Dans ce roman, nous faisons la connaissance des personnages de ce refuge du Bois-Joli, avec Maïté, la directrice, amoureuse de Jean-Francis de la pouletterie, avec les copains de Zoraï, les autres résidents du refuge, et de Zoraï, une petite chienne qui fait beaucoup d'efforts pour se faire accepter, qui pardonne mais sans cesse aux humains, qui aime vite, qui ne pense pas à mal et qui est ultra, super, méga amoureuse de Akara et comprend pas pourquoi on se moque d'elle à ce sujet. Il y a une raison, mais je n'en dis pas plus. Pourtant, comme elle est Mimi, très belle, elle est souvent adoptée, mais à chaque fois, on la ramène au refuge. Pourquoi ? Parce qu'en vrai, elle n'est pas du tout adoptée pour les bonnes raisons. Pour moi, Claire Castillon a vraiment réussi à retranscrire le chien à travers ce personnage. On les dit un peu bébête, insouciant, naïf et innocent, et c'est cette particularité d'amour inconditionnel, de vulnérabilité et d'attachement qui nous font autant les aimer. Et Zoraï, elle est exactement comme ça. Moi, j'adore les chiens et j'ai donc adoré Zoraï. J'ai aussi beaucoup aimé ce qui est dit sur l'adoption. Parce que Zoraï, elle est adoptée par des profils très différents parce qu'elle est Mimi. Et c'est vrai qu'elle est adorable et attachante, mais jamais rien n'est fait pour qu'elle soit vraiment intégrée au foyer. Et ses besoins ne sont absolument pas pris en compte. Et c'est Zoraï qui, au final, elle en paie les pots cassés. Moi, je me suis beaucoup attachée à cette petite chienne. Et j'aimerais vraiment lui souhaiter tout le bonheur du monde et de vivre une super belle histoire d'amour avec Akara, même si tout le monde se moque. J'ai hâte de la retrouver dans les 2 histoires suivantes parce qu'en plus de m'avoir touchée, cette histoire avec son personnage principal juste inoubliable est toute mimi, très drôle et brillante. Ce roman jeunesse méritait mais amplement sa première place. Et voilà, c'était mon bilan de lecture de l'année 2024 avec mon profil de lectrice et mon classement des coups de cœur de l'année. N'hésitez pas à me mettre en commentaire vos coups de cœur de 2024 pour qu'on partage nos belles découvertes. Moi, je vous souhaite une très bonne année 2025, riche en lecture et tout plein de bonnes choses. À bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!